Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être avec nous pour cette deuxième partie de table ronde. Évidemment, Your Future, c'est un salon d'orientation et de recrutement. Donc il paraissait important d'avoir ce premier prisme de l'intelligence artificielle au service de l'enseignement supérieur et d'avoir ce second prisme de l'intelligence artificielle au service ou pas, on va le voir dans quelques instants, de ces thématiques marque employeur, recrutement. Est-ce que ChatGPT va remplacer demain toutes nos fonctions? Est-ce que, comme on le voit déjà dans certains pays, on n'aura plus besoin d'animateurs pour des conférences demain puisque les intelligences le font bien et pas très cher? Est-ce que les services RH vont être peut-être voués à disparaître, ou est-ce qu'au contraire, il y a des opportunités business et des manières aussi de réinventer nos pratiques? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir un parterre d'experts du sujet. Marie-Hélène Chavigny, bonjour. Vous êtes directrice des ressources humaines et des opérations chez Carrefour France. Nous sommes également avec Kamel Medjabra, bonjour. Head of Employer Branding and Talent Acquisition chez Decathlon, évidemment, ça se voit. Nous sommes également avec Nathalie Monin, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, DRH La Banque Postale Consumer Finance. Géraldine Plénière, bonjour. De la Fondation Mosaïque, Plénier, voilà, je rajoute des E, je rajoute des R. Et puis nous sommes avec Alain Damon, directeur associé senior de l'agence de communication EPOCA, bonjour Alain. Et puis, il n'a pas bougé, il est toujours fidèle au poste, il a juste changé de siège, Emmanuel Semo, mon directeur général. Comme il est de coutume dans ce type d'opération, parce que moi je suis directeur de l'éducation chez VL, mais je dois le vous voyez, puisque sinon ça fait entre soi et c'est très, très, très mauvais. Alain Damon, on va commencer avec vous peut-être pour placer un peu ce contexte de l'intelligence artificielle. Il y a un sociologue, un philosophe que j'aime beaucoup, Hartmut Rosa, qui a fait un bouquin sur l'accélération. Et sa thèse, elle se résume en une chose: chaque époque, chaque innovation technique donne le sentiment d'une accélération. Déjà, quand on a eu la machine à vapeur, on s'est dit mais c'est génial, c'est disruptif, même si on n'employait pas ces termes à l'époque, ça révolutionne tout. Le Minitel, c'est génial, c'est disruptif, ça révolutionne tout. L'Internet, c'est génial, c'est disruptif, ça casse l'économie. Et on arrive maintenant sur ce déploiement massif de l'intelligence artificielle. Pour replacer le contexte, est-ce qu'on est dans un moment de bouleversement, de grands changements, d'accélération, ou est-ce qu'on est dans la continuité logique de choses qui se font depuis des années? Bonjour à tous. Je crois les deux, je suis obligé de répondre ça. D'abord, l'IA en matière RH, c'est pas nouveau. Les chatbots, les bots, ils existent depuis un bout de temps. Les ATS intègrent, les ATS intelligents intègrent de l'IA depuis un bout de temps. Les avatars, c'est pas nouveau non plus. De la même manière que le débat homme-machine, alors je vais faire le vieux combattant, mais il date d'un bout de temps quand les robots sont arrivés. En revanche, effectivement, il y a une accélération dingue, considérable, avec ChatGPT et l'AI générative. Juste pour vous donner un chiffre qui est quand même assez bluffant, en 2 mois, ChatGPT a eu 120 millions d'utilisateurs. 2 mois. Ça a pris 5 ou 6 mois pour TikTok, 2 ans et demi pour Instagram. Alors, on sait que le taux d'adoption de la technologie s'accroît, quelles que soient les technologies, mais là, effectivement, c'est assez incroyable. Qui n'a pas testé un peu ChatGPT? Et au-delà de ça, un nombre considérable d'entreprises commencent à prendre le sujet de façon extrêmement sérieuse. Et je sais que vous nous parlerez un peu de ça chez Carrefour parce que vous avez fait des choses incroyables. C'est en train de changer les choses. Moi, je pense pour le meilleur, sous réserve qu'on ait une approche intelligente de l'intelligence artificielle et qu'on travaille une hybridation la plus juste possible. Un monde sans machine, ce serait débile. C'est absolument irrésistible en termes de gain de productivité ou d'efficacité pour les RH et pour la marque employeur. Un monde sans humain, évidemment, ça n'a pas de sens, puisque dans le domaine du recrutement et de la marque employeur, c'est indispensable. Donc le sujet, me semble-t-il, ça va être de trouver ces points d'équilibre qui varient d'ailleurs selon les entreprises. Le premier impact, c'est peut-être aussi que ça force les entreprises, et on va le voir dans quelques instants, à se positionner, à dire, comme on le voyait avec les écoles, certaines décident de dire on n'utilise pas, on ne veut pas que nos étudiants soient formés là-dessus, quand d'autres encouragent, forment. Il en va de même pour les entreprises, il faut un positionnement quasi éthique sur ces questions d'intelligence artificielle. En fait, je pense que les entreprises, les marques employeurs vont devoir, et certaines l'ont fait déjà, prendre position sur le sujet de l'IA. Alors, c'est un sujet philosophique, mais pas seulement. C'est un sujet de formation, par exemple. Dans la logique d'attirer des candidats, est-ce que l'entreprise va me former? Est-ce qu'il y aura des formations certifiantes? On en parlait dans notre table ronde. Ou est-ce que chacun va se débrouiller un tout petit peu? De la même manière qu'une marque employeur va traiter de sujets comme la diversité, par exemple, elle devra de plus en plus aujourd'hui prendre position de façon éthique et de façon très RH aussi.
Marie-Hélène Chavigny, chez Carrefour France, quel est le regard que vous portez sur l'intelligence artificielle? Ça fait déjà partie de certaines procédures, de certains savoir-faire que vous développez? Oui, tout à fait. Alors, comme vous l'indiquiez, finalement, l'intelligence artificielle, c'est pas si nouveau que ça, en fait. Ça fait déjà un moment qu'on travaille sur le sujet. On y travaille pour deux raisons. D'abord, chez Carrefour, on reçoit énormément de candidatures chaque année. Donc déjà, on a un sujet de traitement de volume. Selon les années, entre 500 000 et 800 000 candidatures. Donc c'est à la fois formidable et à la fois terrible d'aller trouver les meilleurs candidats, ceux qui vont être le plus en adéquation possible, à la fois avec les jobs qu'on propose, mais aussi avec la culture de notre entreprise. Donc on a déjà travaillé depuis de nombreuses années sur des sujets de présélection, on va dire, avec le recrutement programmatique, que je pense que vous connaissez. On adresse en fait des publicités, en quelque sorte, sur les réseaux sociaux à des gens qui sont ciblés. On peut faire une présélection sur la base de quelques questions assez simples, relatives à leurs compétences, leur expérience, mais aussi sur leur appétence à certains modes de travail. Donc ça nous permet de faire une présélection, mais c'est extrêmement binaire. Donc on a ça depuis plusieurs années maintenant, mais il n'y avait pas d'intelligence artificielle derrière ça, c'était simplement une présélection. Notre idée maintenant, elle est d'aller plus loin, et on a là ouvert un nouveau Talent Cloud AI, en fait, donc là ces derniers mois, qui nous permet d'aller faire du matching de candidatures. Et ça, c'est vraiment, je pense, une expérience intéressante, aussi bien pour l'entreprise que pour les collaborateurs chez nous qui font du recrutement, parce que ça nous permet du coup d'aller cibler, une fois qu'on a fait cette présélection. Donc là aussi, pour être simple, hein, c'est un matching entre les compétences de la personne qui a postulé sur une offre d'emploi et les compétences que nous, on va aller chercher, voire les soft skills, puisque c'est ça vraiment qui va m'intéresser. Voilà, donc pour nos collaborateurs, c'est intéressant aussi, puisqu'ils vont pouvoir consacrer plus de temps à du qualitatif et moins de temps à des tâches qui sont de triage, en quelque sorte, qui sont moins à valeur ajoutée. Il y a un bouquin d'une chercheuse américaine en mathématiques appliquées qui s'appelle Weapon of Math, comme Math Destruction, où elle met en avant les biais justement de ces solutions algorithmiques, et elle parle par exemple d'expériences qui sont menées sur l'évaluation scolaire avec des algorithmes, avec de l'intelligence artificielle, et sur à quel point il peut y avoir des biais en fonction des origines ethniques, sur la manière dont ça va être fait. Quel garde-fou au sein de Carrefour vous mettez en vous disant je vais entraîner mon intelligence artificielle, je vais entraîner mes réseaux de neurones, mais pour autant, j'ai pas envie qu'il ne me propose que les mêmes profils et que les mêmes candidatures que j'ai l'habitude d'avoir? Alors, c'est vraiment un point important ce que vous évoquez là, puisque pour nous, le next step, c'est là, je vous ai parlé de candidats qui postulent à des offres, donc d'intelligence sur ce point-là, mais nos prochaines étapes, c'est d'aller faire l'inverse, c'est-à-dire selon les compétences dont on a besoin, aller chercher le matching dans l'ensemble des CV que l'on reçoit, voire sur une base de données externe. Alors quand on fait ça, ça veut dire effectivement qu'il peut vraiment y avoir un algorithme qui peut être malheureusement biaisé. Et donc pour s'éviter ça, on a vraiment chez Carrefour basculé dans une autre dimension au niveau du digital. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en novembre, pas de cette année, mais de l'année d'avant, on a déclaré très officiellement qu'on estimait être une digital retail company. Donc à partir de ce moment-là, on a développé des digital factory pour toutes nos directions. Donc j'ai une digital factory RH qui travaille en interne et qui donc met sous contrôle, à la fois aussi ce qui était dit dans la précédente table ronde tout à l'heure. Le sujet, c'est de ne pas non plus aller mettre tous nos éléments à l'extérieur, et c'est pas contrôlé. On a fait un partenariat avec Google pour avancer sur ce sujet-là. Donc c'est un partenariat mondial. Et à partir de ce moment-là, ça nous permet vraiment de développer des outils qui sont maîtrisés et dans lesquels on évite évidemment tous ces biais, on contrôle énormément. Et puis je rappelle en France aussi qu'on a un gros sujet RGPD, donc voilà, c'est aussi tout ça qu'il faut mettre sous contrôle. Donc c'est très intéressant de pouvoir le faire en interne à cause de ça. Mais il faut avoir, j'allais dire, les moyens. Et quand on est sur vos types de recrutement, effectivement, tout d'un coup, le choix aussi se justifie de se dire qu'on va développer ça aussi à la maison. Parce qu'on a des volumes importants aussi à traiter. Et c'est aussi, mais on y viendra peut-être tout à l'heure, c'est aussi un sujet à mon sens de marque employeur. Justement, Kamel Medjabra, au sein de Decathlon, on sait que vous êtes très à fond, pour vous paraphraser, dans l'innovation. Est-ce qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle, ça peut servir des processus d'innovation, des équipes opérationnelles? Est-ce que c'est plus un outil pareil pour de la sélection, du matching de candidats? Quel regard vous portez au sein de Decathlon sur ces technologies pas si nouvelles que ça?
Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, chez Decathlon, on explore le sujet, mais comme beaucoup d'entreprises, il y en a certaines un peu plus avancées que d'autres, comme Carrefour sur le sujet. Ce qui est hyper important, c'est de créer des expériences. Tout comme nos outils aujourd'hui dans nos processus RH accompagnent nos managers, nos recruteurs sur les sujets du recrutement de la marque employeur, l'IA va devoir nous accompagner. On ne va pas remplacer l'humain, bien évidemment, surtout chez Decathlon, une entreprise humaine, humaniste, où l'humain est au cœur des stratégies, des enjeux. On ne va pas remplacer le geste humain. Mais c'est comment l'IA va pouvoir se fondre dans le décor pour accompagner intelligemment, sans faire de jeu de mots d'ailleurs, nos équipes pour prendre des décisions justes, rationnelles. On connaît toutes et tous les biais cognitifs, la subjectivité qu'on peut avoir dans les recrutements. Donc c'est comment fiabiliser nos décisions pour les rendre plus justes et accompagner du coup nos recruteurs à prendre les meilleures décisions. J'aimais beaucoup ce que vous disiez par rapport à Carrefour. Dans l'idée, effectivement, demain, on veut que ce soit nos offres qui aillent vers nos talents, les talents externes, et plus l'inverse. On est dans une société d'ubérisation. C'est plus nous qui allons vers le taxi, c'est le taxi qui est venu à nous. Donc ça s'applique également dans les enjeux du recrutement et de la marque employeur. Derrière, ce qui va être intéressant, c'est si l'offre arrive au candidat, le candidat va potentiellement se dire c'est qu'elle est peut-être faite pour moi, va se laisser aller, et ça permettra effectivement au recruteur d'avoir peut-être moins d'offres, mais des offres plus qualitatives, donc un gain de temps, de l'efficience dans le processus de recrutement. Par ailleurs, c'est vrai qu'on parle beaucoup de candidats externes, mais même en interne, pour la gestion de parcours, pour la mobilité, ça va être intéressant d'avoir l'aide de l'intelligence artificielle pour faciliter la gestion de parcours, peut-être faire un petit clin d'œil en disant « Hello, il y a une annonce qui est peut-être faite pour toi, et moi, en tant que collaborateur, peut-être pas le temps d'aller regarder les offres, ou peut-être pas assez confiance en moi pour candidater, mais ça viendra aussi rassurer les recruteurs, les collaborateurs. Donc voilà, on est bien au service d'eux, et on a une exploration en cours sur le sujet, et on est bien d'accord, l'IA au service de l'humain, et pas pour remplacer l'humain. Et est-ce que vous anticipez, ou est-ce que c'est déjà le cas, des phénomènes de résistance qu'on pourrait observer dans les entreprises de gens? Alors c'est un exemple que j'ai travaillé pour une grande entreprise américaine qui fait du e-commerce, et je faisais partie d'une équipe qui faisait de la planification de vente. Et on avait chaque semaine un plan de vente à faire, et l'intelligence artificielle à côté faisait le même plan de vente. Tous les ingénieurs qui bossaient là, qui étaient tous bardés de diplômes, prenaient un malin plaisir à critiquer l'IA dès que les chiffres étaient mauvais. Est-ce que ça peut être la même chose? Est-ce que vous avez des collaborateurs qui peuvent dire mais attendez, mon savoir-faire, il n'est pas transférable, il n'est pas modifiable, ou à l'inverse, moi je ne sais pas comment ça fonctionne, j'ai pas le temps de me former et j'ai peur d'être dépassé assez rapidement. Comment vous faites face à ces possibles phénomènes de résistance à l'IA? Il y en a un qui nous vient rapidement en tête, à l'esprit, c'est l'authenticité. C'est l'authenticité des talents, en se disant à quel moment, avec l'IA et autres, on va laisser la place à l'originalité, à la créativité, l'authenticité. Des deux côtés d'ailleurs, du côté de l'entreprise, on va peut-être mettre de l'IA dans la rédaction des annonces. Quelle part d'authenticité pour l'entreprise pour exprimer sa singularité, ce qui la différencie des autres. Donc on peut rapidement tomber dans ce jeu-là et perdre l'authenticité qui peut nous caractériser, nous, en tant qu'entreprise, dans ce marché de guerre des talents pour séduire les talents. Et de l'autre côté candidat aussi, pour s'affirmer, montrer qui on est et se différencier des autres talents. Donc ça, c'est le premier point noir qu'on pourrait identifier assez rapidement. Après, on est encore dans une phase d'exploration aujourd'hui, et c'est vrai qu'il va falloir accompagner, va falloir travailler pour bien intégrer l'IA dans notre écosystème. Le danger, c'est juste de le balancer comme ça en disant voilà, c'est la nouveauté, on y va. Non, il faut bien l'étudier, il faut prendre le temps de comprendre l'intérêt qu'on a à travailler avec. Voilà. Et puis, aujourd'hui, on a parlé des écoles tout à l'heure, on parle des entreprises et du recrutement maintenant. Moi, j'ai la chance de donner des cours aussi à côté. Les étudiants, ils ont globalement, alors c'était déjà via Canva, ils ont les mêmes CV. Je regarde dans la classe, je dis mais vous avez les mêmes CV, à quel moment vous vous différenciez? Peut-être la couleur du CV, peut-être la photo. Donc déjà, sans parler d'IA, on est dans un phénomène où on a des outils, on a des réflexes qui facilitent la vie des gens, et qui dit facilité, dit à un moment donné perte de singularité, perte d'authenticité. Et l'IA, le risque, c'est que ça vienne croître tout ça, accélérer tout ça, et voilà, c'est le risque que j'identifie moi.
Géraldine Plénier, les enjeux de la Fondation Mosaïque, ce sont les inclusions économiques, sociales, entre autres. Est-ce que pour vous, l'IA peut être un facteur en entreprise d'inclusion au pluriel, ou est-ce que au sein de la Fondation, vous mettez là aussi des garde-fous et vous tirez la sonnette d'alarme en disant attention, trop d'IA, tu l'IA? En fait, je ne sais pas répondre à votre question. Parce qu'on débute sur ces questions-là, nous aussi, au sein de la Fondation. Moi, j'invite les collaborateurs de la Fondation à se former. Moi-même, je me suis formée à ChatGPT. J'ai fait 2 heures sur Open Classroom parce que voilà, c'est un outil aujourd'hui qui est là, qui, moi, me facilite la vie. J'ai pas d'assistant et c'est vrai que pour un certain nombre de choses, de manière très opérationnelle, ça me facilite la vie. Donc, j'incite les collaborateurs de la Fondation à en faire de même. Après, je pense que nous aussi, en tant que fondation, en effet, qui agit pour l'inclusion économique, c'est-à-dire la place de chacun, quelle que soit son origine sociale, territoriale, on doit en effet se poser la question de quelle manière l'intelligence artificielle va peut-être contribuer à la promotion de l'inclusion économique ou, au contraire, va peut-être, je dirais, amplifier un certain nombre de discriminations. Je pense que la question qu'on doit se poser, elle est là. Alors, avant de venir, j'ai rencontré un spécialiste, j'ai lu des articles. C'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas. Parce que, et je lui dis, dis que tu ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas dire si, en effet, cette intelligence artificielle qu'on utilise, je vous disais, 68% des recruteurs aujourd'hui utilisent l'intelligence artificielle. Et c'est normal. C'est normal pour traiter les CV, c'est normal pour, je dirais, quelque part, industrialiser un certain nombre de processus. J'ai été directrice de recrutement chez Capgemini, donc je vois un peu ce à quoi ce type d'entreprises sont confrontées. Donc c'est normal d'utiliser l'intelligence artificielle. En revanche, en fonction de la manière dont on l'utilise, en fonction de la manière dont les algorithmes sont développés, ça peut potentiellement générer des biais, amplifier des biais qui existent déjà. Il faut quand même se rappeler que ces biais cognitifs existent déjà. Donc moi, entre guillemets, ma position ou la position de la Fondation là-dessus, c'est de se dire comment, en effet, on intègre ce nouvel élément qui peut-être contribuer à certaines discriminations ou à certains biais. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier l'autre côté aussi, c'est le candidat. Et ma question aujourd'hui, c'est de me dire comment, et notamment vis-à-vis de tous les candidats qu'on accompagne, comment faire en sorte qu'ils utilisent et qu'ils intègrent positivement ChatGPT ou d'autres outils quand ils sont dans un processus de recrutement. Un certain nombre de jeunes et de candidats qu'on accompagne, par exemple, peuvent parfois rédiger des lettres de motivation moyen. Et là, si vous utilisez ChatGPT, si on leur dit ça, je pense que en mettant ce qu'ils sont, évidemment, en partant pas de zéro, mais ça peut les aider justement à avoir peut-être une lettre à peu près correcte qui ne sera pas source justement de discrimination. Quand ils veulent chercher des informations sur un secteur économique, quand ils veulent chercher des informations et même structurer leur processus, leur entretien de recrutement, je pense que aussi nous, il va falloir que quelque part on transmette également aux candidats qu'on accompagne cette dimension-là de dire comment vous utilisez favorablement ChatGPT dans votre processus de recrutement et sachez qu'en face de vous, les entreprises l'utilisent. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, vous parliez par exemple de candidats ou même d'entreprises pour leur marque employeur qui utilisent l'IA, est-ce qu'il n'y a pas un risque de désadéquation entre ce que je vais montrer aux entretiens en tant que recruté ou recruteur et ce que je vais devoir donner de manière opérationnelle, puisque si à chaque fois qu'on me demande quelque chose, tchac, je dois passer par ChatGPT, puis faire mon copier-coller, reformuler, en fait le gain de temps qui peut être initial dans notre candidature, finalement on n'est pas aussi compétent que ce qu'on a montré au moment de la candidature avec l'IA. Moi, je pense que la compétence ChatGPT sera une compétence. Ça doit faire partie, je pense, des compétences, alors soft skills, hard skills, j'en sais rien, que peut-être doivent développer des collaborateurs. Je me posais la question, si j'avais quelqu'un, un assistant, je rédige souvent des courriers, si j'avais un assistant, je lui dirais, est-ce que tu peux me rédiger un courrier, je relirai, voilà. Là, j'ai pas, donc je demande à ChatGPT, je relis, donc il n'y a rien de, entre guillemets, honteux, c'est un outil qui est à notre disposition aujourd'hui, un assistant, donc il faut savoir l'utiliser, le maîtriser, mais garder aussi en effet sa personnalité, ses atouts, ses compétences, et en développer de nouvelles pour moi. Et puis au-delà du recrutement, une fois que
la personne est recrutée, dans l'entreprise, on voit, enfin, je pense que tout le monde le voit aujourd'hui, hein, on a des managers qui utilisent ChatGPT au quotidien pour prendre les meilleures décisions. La fois dernière, je ne sais plus ce qu'on se disait, on cherchait un naming pour un projet, et puis une personne dans la réunion a dit tiens, on va demander à ChatGPT. Donc c'est vrai, je rejoins totalement, ça devient un outil. Il ne faut pas avoir peur de dire qu'on a utilisé ChatGPT, au contraire, c'est de dire qu'on l'a utilisé, qu'on sait l'utiliser, et que derrière la candidature, derrière le recrutement, on pourra continuer de l'utiliser, mais pour de la création de valeur aussi au sein de l'entreprise. Nathalie Monin, au sein de la Banque Postale, quel regard vous avez dessus, quelle pratique, et puis même au-delà, qu'est-ce que vous avez comme vision sur ces outils nouveaux, pas nouveaux, d'intelligence artificielle? Ouais. Alors, moi, je rejoins beaucoup ce qui a été dit, c'est-à-dire finalement, la peur ne peut pas éviter le danger. Donc, à un moment, c'est soit on s'oppose fermement à l'IA, mais je ne crois pas que le mouvement va s'arrêter, soit finalement, on se questionne sur comment bien l'intégrer dans nos pratiques. Et c'est bien le sujet de comment on l'intègre bien. Depuis tout à l'heure, je pense qu'on dit tous la même chose, c'est-à-dire qu'il n'est pas question que l'IA remplace l'humain, mais comment on utilise l'intelligence artificielle dans nos pratiques habituelles pour en faire un allié, et c'était dit tout à l'heure, pas un alien, et j'ai bien aimé la formule parce que c'est vraiment ça. Comment ça devient un allié, comment on gagne en efficacité opérationnelle, notamment grâce à du recrutement augmenté, comment on sécurise les recrutements pour aller vers du recrutement plus prédictif. Et puis, peut-être pour apporter un élément complémentaire, si derrière l'IA, on peut craindre peut-être des biais cognitifs que l'on a de toute façon nous-mêmes en tant qu'humains, il y a quelque chose qui s'appelle aussi la période d'essai. Et en période d'essai, c'est le moment de vie où on va, en tant que manager, collaborer avec le nouveau collaborateur qui nous a rejoint, et on va pouvoir l'accompagner dans sa prise de poste. Et puis, une période d'essai, elle est là pour ça, justement, se dire, est-ce que le collaborateur qui nous a rejoint, il est au niveau d'attente par rapport à ce poste, et parfois, il y a des décisions qui sont difficiles à prendre, et on continuera à les prendre. Et puis, très régulièrement, actuellement, sans IA ou avec IA, on confirme des périodes d'essai, on est très heureux de le faire. Et ça peut servir justement sur cette exploration de l'adéquation du candidat avec son poste, de son adaptation. L'intelligence artificielle peut amener des éléments concrets, tangibles pour assurer ou non la pérennité d'un poste. Alors moi j'ai vu une pratique là autour des contenus. Je ne sais pas si du coup je repasserai la main sur le volet marque employeur, mais de l'intelligence artificielle qui permet de relire des contenus et voir dans le cadre des feedbacks d'améliorer le feedback manager pour s'assurer qu'il soit bienveillant. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est des sujets qu'on continue d'adresser régulièrement autour de comment faire un bon feedback. Moi, j'ai l'impression que ça fait 20 ans que je travaille, ça fait 20 ans qu'on travaille sur ces sujets. Peut-être que l'IA peut être une porte d'entrée pour nous aider à notamment travailler ce point-là. Et pourtant, on le voit, Emmanuel Semo, malgré toute l'intelligence artificielle, malgré tous les outils qui peuvent être mis au service de la marque employeur, dans un événement comme celui qu'on vit ici au stade Roland-Garros, quand on rencontre un candidat, une candidate, aujourd'hui, il n'y a plus d'IA, il n'y a que de l'humain, il n'y a que de la rencontre, et ça, c'est quelque chose qui, a priori, ne doit pas évoluer. C'est exactement ça. Quand il y a eu le Covid, là, vous voyez Your Future qui sont des événements un peu de masse, mais on fait des mini Your Future dans les villes un peu partout en France. Bordeaux, La Rochelle, autour de Paris et dans plein d'autres villes aussi en France. Et toutes les villes nous ont dit allez, on passe en full digital, on va faire des salons en ligne, ça va être génial. Je pense qu'il y a pas mal d'écoles dans la salle et je pense que vous avez vécu ce que c'est que les salons en ligne. Côté entreprise, ça s'est passé un peu mieux. Mais en fait, moi, ce que j'ai dit aux villes, j'ai dit franchement, rien ne remplacera la sensation d'avoir quelqu'un en face et de le sentir. Dans tous les sens du terme. Il faut vraiment... On peut pas se priver de ça, du matching sur place physique. Et en fait, c'est vraiment ça pour moi la limite de l'IA. L'IA, c'est ce qu'on en parlait lors de l'intervention précédente. L'idée, c'est de savoir l'utiliser à bon escient. C'est toujours ça, en fait, l'idée. Nous, on l'utilise pour créer le matching. Maintenant, tout ne se passe pas en ligne. Quel est l'intérêt d'organiser des salons si tout peut se faire en ligne ? Non, justement. Quand les recruteurs me demandent, Emmanuel, est-ce qu'on peut mettre toutes nos offres en ligne, ils peuvent postuler avant le salon ? Non, surtout pas.
Pas du tout. Il faut qu'ils viennent, qu'on voit qu'ils sont motivés, ils vont faire le chemin pour venir, ils vont s'habiller. Il va y avoir cette rencontre, il va y avoir ce beau moment, vous allez les revoir après, vous allez créer un souvenir. Et c'est là où je te rejoins à fond, Kamel, c'est l'expérience. Pour moi, l'IA, le moment où l'IA devient le plus percutant dans le recrutement, c'est dans l'expérience qu'on va amener au candidat jusqu'à l'entretien, et peut-être entre les 2 entretiens, pourquoi pas. Voilà, moi c'est comme ça qu'on l'imagine. On l'utilise pour matcher, mais par contre rien ne remplacera l'humain au bout d'un moment, surtout pour du recrutement. On a besoin au bout d'un moment d'avoir la personne en face de soi et de discuter avec elle. Donc nous, on fera jamais des salons 100% en ligne, c'est pour ça qu'on est hybride, c'est pour ça que là, on est ensemble dans la salle, mais il y a des gens qui nous regardent en direct sur les réseaux. Donc c'est hybride, mais ça sera jamais full digital. Et pour autant, je le sais très bien parce que je suis au quotidien à VL, il y a des projets qui sont en train d'être montés au sein de VL pour se dire, bah tiens, comment justement pour améliorer cette expérience candidat, on l'a vu aujourd'hui, c'est ce que je disais sur le salon, c'est un salon où on s'oriente et où on s'oriente parce qu'il y avait un côté escape game, trouver le bon endroit. Bon bah peut-être que l'an prochain, avec un chatbot qui construit directement le trajet, avec peut-être l'innovation de Google qui permet quand on sort du métro d'avoir le trajet et les flèches qui s'affichent, tout ça, ça va peut-être permettre une expérience augmentée sur les salons. Donc l'IA, pas trop, mais quand même un petit peu. Et alors, tout à fait, là vous rejoignez l'idée aussi de la réalité augmentée. C'est-à-dire que nous, par exemple, on est en train d'intégrer à nos salons une partie totalement réalité virtuelle. C'est-à-dire vous rentrez dans un hall et en fait, tout le monde a des casques et en fait, vous visitez les entreprises et dans la visite virtuelle que vous avez, donc ça fait bizarre, hein, si vous avez que des gens en casque comme ça peut surprendre quand on n'est pas habitué. Et dans cette réalité virtuelle, vous avez l'IA qui va vous guider pour vous faire visiter les bonnes entreprises, les bonnes formations dans le domaine qui vous intéresse. Donc oui, c'est le projet. De toute façon, on ne peut pas vivre sans. Notre salon s'inscrit, et je pense que pour les entreprises que je remercie d'être là, et les écoles, les universités, les CFA, les BTS qui sont présents, je vous remercie d'être là. Mais vous l'avez remarqué, notre but, c'est pas juste de faire un énième salon parmi plein de salons. L'idée, c'est d'être déjà sur le futur et qu'est-ce qu'on va faire demain, en fait. Parce qu'en fait, les autres salons, ça existe déjà très bien, ça existe depuis 25 ans, ils le font très bien. Comment on peut aller voir plus loin, comment on peut proposer des nouvelles choses, des nouvelles expériences pour les lycéens, pour les futurs recrutés aussi pour des CDI, des alternances et des stages, parce qu'on ne peut plus construire les salons comme on le fait depuis 25 ans. Les exposants ne veulent plus y aller sur ces salons-là, il faut le savoir, les entreprises et les écoles ralentissent ces salons-là. Les jeunes ne veulent plus trop y aller. Donc on est obligé donc en fait c'est un coup de pied aux fesses naturel que l'IA vient nous mettre et qui va nous projeter vers des salons beaucoup plus futuristes. Alain Damon, il y a aussi cette question de la valeur ajoutée. Je me rappelle avoir fait des travaux il y a quelques années sur la question de la lecture, par exemple. Et on disait pendant une période, au début des années 2010, on va vers un monde où on va plus lire, où on va plus écrire, où tout ça va disparaître. On se rend compte qu'en fait, on a une massification des données, des traces numériques, et qu'on est dans une période où je pense que si on prend la jeune génération, elle n'a jamais autant écrit. Alors écrit de manière plus informelle, écrit pour tout et rien se dire, mais c'est une génération qui est une génération très lettrée, beaucoup plus lettrée que les générations précédentes, et ça fait des données qu'un service RH va devoir traiter, des lettres de motivation, on le disait, des mails, des relances, de l'administratif, des courriers en tout genre, avec des missions qui parfois n'ont aucune valeur ajoutée et où on a le sentiment parfois à la fin de la journée d'avoir perdu son temps. Il y a cette vraie question de la valeur ajoutée de l'intelligence artificielle qui est au centre finalement des réflexions à mener. Oui, après c'est ce qu'on évoquait un peu sur le gain de productivité immense, évident, absolument irrésistible. Si une machine traite très bien, score très bien, fait de la très bonne prédiction, répond comme il faut, de façon personnalisée à tout le monde et plus vite, je veux dire, c'est compliqué de résister à ça. Et ça va d'ailleurs créer un effet de compétitivité très fort qui va faire que, pour faire préférer au candidat une entreprise, si on n'est pas au niveau des autres, dans cette qualité du parcours candidat, de la gestion candidat, ça va être compliqué. Donc moi, je crois que de toute façon, ça va créer un effet d'entraînement. Après, il me semble que la vraie question, c'est la question qui est une question au cœur des RH, qui est les hard skills par rapport aux soft skills. C'est qu'aujourd'hui, le vrai sujet, c'est facile de trouver des hard skills. Le vrai sujet, c'est comment on va chercher des personnalités. Comment on va chercher des gens qui matchent avec la culture de l'entreprise. Et c'est là que l'IA offre des potentiels, mais sans doute pas tout à fait là aujourd'hui. C'est compliqué, il y a des choses qui bougent. Alors, je voulais vous citer un exemple, sans faire un catalogue d'applications qu'on voit un peu partout. Je voudrais vous en citer deux, parce que c'est intéressant de voir ce qui est possible de faire. Et pour être un peu en désaccord, moi je pense qu'il y aura un effet de génération qui fait qu'on ne sait pas où, dans 15 ans, on sera avec des nouveaux usages. Moi, mon fils, il a 3 ans, il swipe sur son iPad
très bien, où il sera dans les entretiens de recrutement à cette période-là. Une première app qui montre que pour le candidat, ça facilite la vie et ça crée la fainéantise. L'app, elle s'appelle Lazy Apply. C'est une app qui permet juste en gros, vous sélectionnez le job que vous voulez faire, à peu près 2-3 critères, vous balancez ça va immédiatement dans tous les job boards, sans absolument rien faire, avec de la personnalisation. Ça, vous êtes candidat, c'est aussi, me semble-t-il, assez compétitif, assez irrésistible, de la même manière qu'un CV, aujourd'hui, ça se fait par intelligence artificielle, ainsi qu'une lettre de motivation, ce qui pose la question de la durabilité du CV. On parle depuis longtemps du CV, et la question de la crédibilité des discours, on évoquait ça un peu plus tôt aujourd'hui, c'est-à-dire que globalement, tout le monde ment en entretien, un peu quand même. Avec ChatGPT, ça va être encore mieux et plus facile de raconter des histoires. Et donc, il y aura un sujet d'être capable, quand on est recruteur, de faire la différence. Et la deuxième app, pour aller un peu à l'encontre, mais juste par principe de provocation, sur le rapport humain. Unilever a utilisé une app qui s'appelle HireView, qui utilise l'IA et des technologies de reconnaissance faciale pour, lors des entretiens vidéo, mesurer le degré d'enthousiasme et mesurer des traits de personnalité, réaction au stress, etc. Alors ça ne mesure pas tout. On parlait de graphologie un peu plus tôt ce matin, vous vous rappelez quand on faisait de la graphologie en RH, ça essayait de mesurer d'autres choses, et ça existe encore pour certaines entreprises. Il y a quand même le potentiel de techno qui vont pouvoir répondre à cette question des soft skills, et peut-être pas tout de suite, un jour, finalement quand même, être capable d'être plus intelligente sur la capacité à aller derrière les discours trop vendeurs des candidats par rapport aux entreprises. Marie-Hélène Chavigny, est-ce que ça vous pousse à vous questionner? On a beaucoup parlé de la raison d'être des entreprises sur les impacts sociaux. Est-ce qu'il y a une raison de faire qu'il va falloir inventer? C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait et quel est l'impact de tout ce qu'on fait au quotidien? Alors forcément, ça pose la question de se dire quelle place finalement on donne à cette intelligence artificielle et du coup quelles vont en être les conséquences. Alors pour nous, pour nos collaborateurs et pour les candidats qui vont devenir nos collaborateurs. D'abord, moi ce que je voudrais préciser, c'est que il ne faut pas qu'on se mette en position basse par rapport à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un outil à notre service, au service de nos collaborateurs. Donc c'est fait pour leur faciliter la vie, pour qu'ils consacrent plus de temps qualitatif. Et justement, quand on se dit on l'échangeait effectivement tout à l'heure sur ce sujet, pour dire finalement il y a beaucoup de CV qui ne sont pas tout à fait juste des lettres de motivation, qui sont assez bateaux. Il y a même des entretiens parfois qui sont très préparés dans les grandes écoles notamment, où finalement vous voyez des gens qui sont tous brillants et qui vous disent tous la même chose. C'est difficile de faire la sélection. L'intelligence artificielle, elle va aller peut-être mieux sélectionner certaines hard skills, mais aussi certaines soft skills. Et ça vous permet simplement de consacrer plus de temps aux personnes qui sont et d'aller plus en profondeur avec eux pour voir à ceux qui sont déjà en fait présélectionnés. Donc moi je pense que vraiment ça permet une expérience candidat aussi. Eux ils vont pas perdre du temps avec nous et nous on va aller directement sur les gens qui sont les plus susceptibles de matcher avec nous. Donc vous voyez en termes de finalement, si on prend les choses vraiment du bon côté et si on prend vraiment l'intelligence artificielle pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un outil à notre service, qu'on l'utilise bien, ça permet au contraire de retrouver de l'authenticité, ça permet de retrouver du temps d'entretien et pas de faire 50 000 entretiens dans la journée qui n'ont pas forcément tous du sens. Et donc ça, c'est important. Le deuxième point, qui est finalement la raison d'être dont vous étiez en train de parler, je pense qu'effectivement, on a une responsabilité aussi sociétale quand on a un employeur important en France. Et nous, notre sujet, il a été de dire comment on va aider nos collaborateurs à utiliser dans tous les champs de l'entreprise, parce que là, on parle aujourd'hui du recrutement, donc des services RH, mais c'est valable pour la préparation de commandes, pour la mise en rayon, pour l'assistance en caisse. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup d'endroits où on va mettre des doses d'intelligence artificielle, on va dire. Et je pense que ce qui est surtout important, c'est de dire à tout le monde, on est tous ensemble et on va y aller tous ensemble. Et pour ça, il y a évidemment la formation. Alors la formation, c'est pas qu'une fois de temps en temps. Nous, on a créé une digitale aussi université pour qu'on crée des parcours de formation certifiants pour nos collaborateurs, ce qui leur permet du coup de garantir leur employabilité au sein de notre entreprise, mais aussi d'une façon générale, qu'ils ne soient pas décrochés en restant dans une entreprise qui ne prendrait pas le bateau. Et on ne peut pas vraiment lutter contre le fait que ça arrive. En revanche, on peut maîtriser ce qu'on en fait et on peut accompagner tous nos collaborateurs ou nos candidats ou tous ceux qui veulent rejoindre l'aventure, bien sûr, vers cette direction-là. Et je pense que dans ce cas-là, c'est vraiment un plus.
Kamel Medjabra, je vais faire quelque chose que je fais peu, mais je vais faire le technophobe. Je vais sortir de l'intelligence artificielle et je vais parler d'un autre outil qu'on connaît très bien puisqu'on l'utilise beaucoup sur le salon. Si vous avez des enfants, même peut-être vous l'utilisez, c'est TikTok. TikTok, c'est génial, c'est un répertoire magnifique de vidéos, ça permet à des jeunes de devenir créateurs de contenu, de faire énormément de choses. Il y a une vraie question qui se pose sur TikTok, qui est posée parfois, mais qui n'est pas centrale et qui pour autant pour moi l'est, c'est le projet politique derrière TikTok. Il y a la question des données évidemment, qui partent sur des serveurs en Chine, alors ils ont créé des plateformes dans des pays européens, mais ça part dans des serveurs en Chine. Et il y a la question de l'idée d'uniformisation de la pensée qu'il y a derrière. L'exemple, il est simple. TikTok, ils ont une version européenne, américaine, occidentale, et ils ont la version chinoise. Sur la version chinoise, c'est des contenus éducatifs, il y a des limites de temps qui sont mises en place. Sur la version française, et Dieu sait que je passe beaucoup trop de temps dessus, c'est du contenu de tout type, mais énormément de choses bêtes et avilissantes. Et je mesure mes mots, c'est filmé, voilà, je ne vais pas me faire que des amis. Il y a beaucoup de choses bêtes. Il y a un phénomène, par exemple, qui consiste à faire des live TikTok, c'est-à-dire c'est deux personnes qui se mettent côte à côte. Il faut envoyer des cadeaux qui sont des pièces, donc c'est de l'argent. Et les gens, le but, c'est d'envoyer le plus d'argent possible pour que la personne gagne. Il y a des gens qui y passent des heures, c'est un phénomène qui est très inquiétant, dont on parle peu. Et il y a des gens qui se font dépouiller. Derrière ça, il y a une visée politique qui est, pour certains, je ne vais pas faire le conspirationniste, qu'on est en train d'abrutir tout un pan de la jeunesse. On revient sur l'intelligence artificielle. Est-ce que là aussi, il n'y a pas des questions à avoir sur qui nous fournit ce qu'on est en train de faire ? Quel est le projet derrière ? Et est-ce que, par exemple, sur une intelligence artificielle au service des ressources humaines, pour peu que ça soit développé par des personnes qui n'ont pas forcément de bonnes intentions, demain, on peut avoir un outil dont on va penser qu'il est formidable, qui est fait par des gens dont on ne sait rien, et qui va faire en sorte de mettre les pires profils de manière insidieuse dans les entreprises pour faire du piratage économique. Est-ce qu'il y a cette question, et j'arrive enfin à ma question, des origines qui est derrière ça, puisque c'est des sujets qui me passionnent, mais est-ce qu'il ne faut pas se poser cette question de qui nous fournit ça, pourquoi, et sans entrer dans un conspirationniste, Dieu sait que je ne le suis pas, mais est-ce qu'il n'y a pas cette question de l'origine de la certification qu'il faut vite mettre en place ? Oui, alors, bon, déjà, il y a l'intelligence artificielle, on en parle depuis tout à l'heure, c'est la thématique du jour. Il y a aussi l'intelligence humaine, qui existe depuis la nuit des temps. Donc derrière, il va falloir faire preuve de bon sens et d'intelligence. Par rapport à ça, déjà, il y a un organisme qui s'appelle la CNIL, qu'on connaît toutes et tous, qui est là aussi pour nous accompagner, cadrer tout ce qui va être intelligence artificielle. On est déjà aujourd'hui, bien accompagné sur le sujet du recrutement. Dernièrement, je crois que c'est en mars, la CNIL a fait évoluer d'ailleurs tout le cadre au niveau du recrutement. Donc c'est encore plus strict, on va dire, mais dans le but vraiment de ne pas dériver, de s'interroger toujours sur le fait, on prend les données d'un candidat ou même d'un collaborateur, quel est l'objectif derrière ? Est-ce qu'on en a réellement besoin ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? Donc je pense qu'il y a un rôle aussi au-delà de l'entreprise, des autorités, du gouvernement, de la population au global pour arriver à cadrer et éviter les dérives. C'est une première chose. Alors TikTok, pour revenir là-dessus, moi j'ai plutôt parlé de création de contenu. Dans TikTok, finalement, on est créateur de contenu, que ce soit les entreprises qui l'utilisent ou les personnes lambda comme nous. TikTok, aujourd'hui, moi c'est pas noir, c'est pas blanc. Il ne faut pas être noir ou blanc, dire c'est génial ou c'est affreux. Je pense que ce qui est intéressant, c'est déjà qu'on voit la créativité. Cette nouvelle génération ou des personnes qui l'utilisent, je vois beaucoup de créativité, moi. Je vois effectivement des dérives, ce côté que vous avez mis en lumière, on se dit, bon... c'est pas du contenu tip-top, quoi. On s'attendrait peut-être à mieux, quoi. Mais globalement, moi, je vois beaucoup de créativité. Concernant, par exemple, les entreprises et le rapport qu'on pourrait avoir avec l'intelligence artificielle, moi, ça me dérange un peu. Autant, j'aimerais beaucoup l'utiliser pour créer des expériences pour les recruteurs et pour les candidats. Je trouve ça génial, un gain de temps, de l'efficience. Il faut savoir bien l'utiliser, bien l'amener. C'est un outil, je suis totalement d'accord. Autant pour la création de contenu, je trouve qu'on se doit, nous, entreprises, d'être authentiques. Ce qui marche bien sur un réseau que tout le monde connaît, on va parler de TikTok, je vais parler de LinkedIn, un réseau que j'utilise plus et que je maîtrise un peu plus. Ce qui marche bien pour avoir de l'engagement, donc tout ce qui est like, commentaires et repartage, c'est de créer de l'émotion. C'est de créer de l'émotion. Et moi, je crois que justement, notre intelligence humaine va nous permettre de créer de l'émotion encore plus fortement que l'intelligence artificielle. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on ne l'utilise pas forcément chez Decathlon, l'intelligence artificielle, pour créer du contenu. Et nos meilleurs ambassadeurs, d'ailleurs, sont nos humains, c'est nos collaboratrices, nos collaborateurs qui vont relayer les messages. Il y a eu, je ne sais pas si vous avez suivi dernièrement, un changement d'algorithme sur LinkedIn, donc en défaveur des entreprises.
Donc on se doit notamment aujourd'hui de poster régulièrement tous les jours. On est passé de 2 posts à 3 par semaine à un post tous les jours. Parce que l'algorithme aujourd'hui privilégie les comptes perso. Voilà. Et c'est aussi vraiment les médias des entreprises aujourd'hui, ça va être nos collaboratrices, nos collaborateurs, des médias authentiques, des médias voilà, qui sont authentiques et qui vont répondre aux attentes de ces nouvelles générations. Donc pour moi, l'IA, pour le coup, hein, c'est mon avis personnel, hein, n'a pas forcément sa place aujourd'hui. Et on se doit, nous, en tant qu'entreprise, justement, utiliser notre intelligence humaine, les émotions, pour pouvoir communiquer de manière authentique et sincère auprès des talents. Alain Daman, vous vouliez faire un petit point? Je voulais juste ne pas être d'accord, Kamel. Non, je pense que l'authenticité, oui, bien sûr. Moi je travaille dans une agence de communication, donc les contenus, c'est notre métier. Est-ce qu'une marque employeur qui fait des vidéos métiers, 99,9%, 100% des entreprises font des vidéos métiers, face à l'intelligence artificielle qui ne va pas tout remplacer, mais qui va permettre peut-être de changer le fond, de personnaliser un peu le message, d'industrialiser tout en ayant des collaborateurs et permettre de faire ça 2 fois plus vite et 2 fois moins cher, est-ce qu'on peut résister à ça? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'authenticité, ça veut dire qu'on parlait d'hybridation, c'est que l'intelligence, ou d'outils, l'intelligence artificielle là, en termes de production contenu, va sans doute pas remplacer un bon créatif et un humain qui peut avoir une idée qui déchire et qui fait le boulot pour convaincre, mais en même temps va rajouter des éléments qui permettront d'industrialiser et d'aller plus dans la profondeur de contenu et donc de faire 40 vidéos plutôt efficaces plutôt que d'en faire 2. C'est une vraie question. Géraldine Plénier, est-ce qu'à votre sens, vous le disiez tout à l'heure, on ne sait pas, on est dans les balbutiements, mais est-ce que dans ce qu'on pressent, ça va permettre peut-être de reconnecter un pan de la population qui parfois, et on le voit ici quand on discute avec les jeunes, moi j'adore faire ça, je leur pose plein de questions, ils ont peur, mais j'adore leur poser plein de questions sur ce qu'ils ont envie de faire, les écoles, les entreprises, on sent une autocensure très forte, très forte sur ce que je peux faire, ce que je peux pas faire, ce qu'on m'a dit de faire, ce que les parents, ce que nanan, etc. Est-ce que le fait de développer et de rendre accessible plus d'outils qui permettent de voir plus de choses, de créer plus d'expériences, ça peut permettre de créer du rêve aussi? Vous posez de belles questions à chaque fois. Peut-être aussi revenir aussi sur dont vous parliez concernant la nécessité d'encadrer. Je crois qu'il y a aussi aujourd'hui actuellement des projets de loi au niveau européen. Enfin voilà, en tout cas, il y a cette prise de conscience en effet qui sera forcément nécessaire de réglementer en effet cette question de la donnée, de la manière dont on utilise la donnée. Est-ce que votre question c'est quoi? Est-ce que ça va créer du rêve et reconnecter des pans de population Encore une fois, ça dépend de qui on parle, de quel jeune, de quel candidat. Enfin, il y a un certain nombre en effet de candidats aussi qu'on accompagne, qu'on rencontre, qui sont pas hyper à l'aise avec les outils digitaux. Donc, est-ce que ça va pas contribuer encore une fois, je dirais, à augmenter cette fracture numérique, pas à l'aise à utiliser des chatbots. Donc, ça dépend encore une fois, je pense, de qui on parle. On ne va pas rentrer dans la caricature et dans la généralisation, je pense, de la manière dont l'IA peut en effet contribuer peut-être à donner de nouvelles perspectives aux jeunes et aux candidats, sûrement, et tant mieux s'ils arrivent à le faire. Mais je ne sais pas. Après, moi, je pense que la question pour nous essentielle, et notamment en tant que Fondation Mosaïque, ça sera la question du matching. Parce que est-ce que en effet l'intelligence artificielle ne va pas encore une fois, je dirais, cantonner certains candidats, certains critères et ne faire que reproduire ou voire amplifier ce qui existe, parce que quand vous parlez du matching, ça veut dire quoi en fait? Quel est l'objectif? Est-ce que l'objectif en effet c'est que tous les candidats remplissent exactement les mêmes critères de formation, de maîtrise de langue, de stage? Évidemment, si tous les candidats doivent remplir ces critères-là, on va rester sur toujours, je dirais, le même socle de candidats. Et nous, depuis 15 ans, on fait en sorte que ça soit autre chose. Donc je pense que pour nous, l'enjeu, il est là. C'est de dire comment l'intelligence artificielle, comment on va pouvoir l'intégrer, l'utiliser et faire en sorte que justement, elle ne cantonne pas ou elle, justement, un certain nombre de profils qui n'ont pas aujourd'hui accès aux entreprises et à l'emploi. Nathalie Monin, est-ce que vous aimez la science-fiction? Dites-moi. On est en 2033, dans 10 ans. L'IA a fait sa percée folle. Ça ressemble à quoi votre poste
avec ces outils nombreux, variés. Qu'est-ce que vous rêvez avec ces nouvelles formes d'intelligence artificielle? J'adore ce type de questions. Je dis souvent à mon équipe, alors ça c'est juste une aparté, mais je dis souvent à mon équipe que moi, ma raison d'être, c'est de réussir à me virer, parce que j'adore travailler sur l'autonomie des équipes. Et je me dis que quand l'équipe est autonome, il n'y a plus besoin de moi et que je peux passer au projet d'après. 2033, à quoi ça ressemblerait? C'est peut-être ça en fait. C'est, encore une fois, moi j'aime pas ce qui est clivant. C'est-à-dire, je pense que l'IA, et j'ai l'impression qu'on se rejoint pas mal là-dessus, c'est un outil, c'est un contributeur, c'est un facilitateur, et comment on l'intègre dans nos pratiques. En 2033, j'ai envie de penser que l'IA, elle nous permet de gagner en efficacité opérationnelle, elle permet d'alléger sur des tâches qui sont redondantes, à faible valeur ajoutée, chronophages pour les équipes. Et puis, j'ai envie de penser, souvent, moi, quand je parle avec des copains des RH ou avec des équipes RH, ce qui revient souvent, c'est on ne fait pas notre job. On ne fait pas ce qu'on aime, on n'est pas suffisamment avec les hommes et les femmes, et on aimerait être plus avec les hommes et les femmes. En 2033, on fait peut-être ça en fait. Peut-être qu'on est plus proche des hommes et des femmes, peut-être qu'on est plus sur de l'accompagnement, du conseil, peut-être du coaching, mais en tout cas probablement qu'on est encore plus proche des hommes et des femmes. C'est beau, c'est un bel avenir. Emmanuel Semo, je vais conclure avec vous. Je suis philosophe dans l'âme, thèse, antithèse, synthèse. Ma synthèse sera la suivante, toujours sur le salon Your Future. J'ai peur. Est-ce qu'au fond, avec tout ce qui est proposé à Your Future, le matching des candidats, le coaching qui est proposé, l'accompagnement, la photo de CV, ces dispositifs, est-ce que finalement le but c'est pas de détecter de l'intelligence artificielle, mais c'est de promouvoir, de mettre en avant chez les candidats de l'intelligence sans artifice? Waouh. Bravo. Je savais, mais là c'est confirmé. Hein. Vous êtes un philosophe, c'est sûr. Merci. Ce que je sais, c'est qu'en 2033, on fera un Your Future sur Mars. Il y aura des navettes en direct, floquées et tout, la totale. Non, mais en tout cas, pour conclure, merci déjà. Je remercie 2 fois du coup les personnes qui étaient déjà à la première conférence, les plus courageux avant de se retrouver à l'afterwork, boire des petits coups juste derrière, et pour prolonger les échanges, j'espère. Et merci évidemment aux intervenantes et aux intervenants pour la qualité de ces échanges. Merci à Alain pour l'organisation évidemment, et toute l'équipe des POCA. Et Guillaume, parce que Guillaume, on dirait pas, mais c'est un athlète de haut niveau qui enchaîne conférence sur conférence, plateau télé et masterclass dehors, et il est encore vivant. Non, et sans ChatGPT. Voilà. Tu m'as devancé, mais du coup. Nous, ChatGPT, on l'utilise, vous avez compris comment l'utiliser, mais voilà, c'est vrai qu'il y a un moment où il faut savoir aussi redescendre par rapport à cette effervescence qui est ChatGPT, qui en fait était déjà présent, mais on le voyait juste un peu moins. Là, en effet, OpenAI l'a fait exploser, mais voilà, faut pas non plus... ça reste quand même les mêmes enjeux, finalement, qu'on imaginait il y a 10-15 ans, en fait. C'est les mêmes science-fiction qu'on s'imaginait, qui étaient déjà produites dans les plus gros films il y a quelques années. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus dramatiser et avoir trop peur. Il faut s'en méfier, il faut le prendre comme un outil qui va nous servir tous les jours, mais il faut apprendre à l'utiliser, et ça revient aussi, ça fait un lien tout trouvé avec la conférence précédente. Mais je pense qu'il faut le prendre comme un ami, mais l'ami, faut quand même s'en méfier. L'ami qui peut être bizarre parfois et qui peut vous... Bon, voilà. Mais il faut quand même l'utiliser pour le meilleur et se méfier de tout ce que l'orientation, et de comment il peut être éduqué et de qui l'éduque. C'est très important qui l'éduque, parce que c'est ça en fait qui va piloter aussi nos choix et les choix des futurs collaborateurs ou des collaborateurs actuels dans les entreprises. Merci à tous les 6 pour ces échanges passionnants. Merci beaucoup, merci à vous d'être venus.